Chaque jour, un livre s'ouvre pour nous révéler l'histoire et la culture d'un peuple, les faits marquants des civilisations. Suivez Cercle du Livre, un cercle d'hommes et de femmes qui pensent, mais aussi qui questionnent et analysent les écrits d'ici et du monde, patrimoine impérissable et qui traverse les temps. Politique, sociologie, philosophie, culture, sciences, éducation et spiritualité. À Cercle du Livre, tous les dimanches à 10h du matin, reprise à 8h du soir, un livre s'ouvre. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour et bienvenue dans votre émission préférée, l'émission Cercle du Livre qui rentre chez vous tous les dimanches matins à partir de 10h. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, à l'espace de l'émission ce matin, nous allons recevoir un habitué, finalement. C'est le professeur Fritz Deshommes qui est notre invité ce matin, avec qui nous allons aborder la réédition de son livre intitulé Haïti, la nation écartelée, entre plan américain et projet national. C'est une réédition d'un livre qui est paru, je crois, depuis 2006. 2006, yeah. Donc, il y a 10 ans. Il y a 10 ans de cela. Et aujourd'hui, l'auteur a jugé bon de faire la réédition de ce livre. Bonjour Fritz Deshommes et bienvenue dans le Cercle du Livre. Bonjour Samy, comme toujours, comme tu sais, c'est pour moi toujours un plaisir de participer à cette émission dont je rappelle, je suis un auditeur. Et je profite pour saluer les auditrices et les auditeurs de cette émission Cercle du Livre. Merci d'être toujours branchés. On va parler certainement de Haïti, la nation écartelée, mais puisque nous sommes à la radio et puisque nous faisons aussi de l'actualité, je voudrais d'abord vous féliciter pour votre élection à la tête de l'Université d'État d'Haïti en tant que recteur. Merci Samy, merci de le mentionner, merci de le rappeler. Bon, bien sûr, c'est une lourde responsabilité et comme je dis à tout le monde, compte tenu de la situation, et après les félicitations, il faut dire rapidement courage, ouais. Et bien entendu, et nous aurons besoin de l'appui de tous les amis. Voilà, nécessairement. Et vous étiez donc, avant de devenir recteur de l'université, vice-recteur à la recherche pendant un certain nombre de temps. J'étais vice-recteur à la recherche pendant une douzaine d'années, ce qui m'a permis d'acquérir une connaissance des hommes et des choses de l'université, et également de faire avancer le secteur recherche, mais également de faire avancer l'université, par exemple en faisant une université plus complète, une université qui d'abord était plafonnée à la licence, qui maintenant comprend beaucoup de programmes de maîtrise et un programme de doctorat, une université qui entre-temps gère beaucoup mieux son personnel, notamment son personnel académique, parce que maintenant nous avons une grille salariale objective. Il n'est plus question que Chicana puisse fixer à son gré les salaires de ses enseignants. En une université qui, je crois que cela intéresse certainement le Cercle du Livre, a maintenant, depuis quelque temps, sa maison d'édition, les éditions de l'Université d'État d'Haïti, qui a maintenant des revues scientifiques, l'une concernant les sciences humaines et sociales, l'autre concernant les sciences pures et appliquées, une université qui s'étend beaucoup plus à travers le pays, où les
écoles de province de Limonade. Avec le campus de Limonade, bien sûr, et également avec un meilleur encadrement des écoles de droit et d'économie de province. Donc voilà les différents facteurs qui m'ont valu la confiance des membres du conseil de l'université qui constituent l'électorat, et également et probablement l'expérience que j'ai eue auparavant, avant d'être vice-recteur à la recherche, l'expérience que j'ai eue comme directeur général des douanes, comme directeur général du ministère de l'économie et des finances, ce qui m'a permis d'acquérir une capacité de gestion, une capacité de direction qui sera certainement utile au recteur que je suis devenu aujourd'hui. Oui. Ce que j'apprécie chez vous, et je vous le dis publiquement, c'est votre calme. Parce que déjà, et votre façon de répondre à vos détracteurs, votre façon de gérer la crise tout en restant très calme. Parce que déjà, il y a des contestataires. Tout à fait. Il y a déjà des contestataires, mais bon, on est à l'université, on est habitué. L'université, c'est un lieu de débat, c'est un lieu de discussion, c'est un lieu de dialectique. Bon, c'est pas toujours que les contestations sont fondées. Souvent, les arguments sont tirés par les cheveux. Mais effectivement, à l'université, nous avons appris à débattre, à discuter. Et c'est peut-être ce qui nous vaut cette capacité de développer notre argumentation et de dire exactement ce que nous avons à dire sans être obligé de... Jamais on ne voit un Fritz des hommes agité, surexcité. C'est toujours dans le calme que les arguments viennent, que les arguments arrivent. En tout cas, c'est l'université qui nous a permis justement d'acquérir cette capacité. Depuis de tout, on n'a pas l'impression que c'est le même modèle au sein de l'université. On a l'habitude à des universitaires très agités, très excités, même surexcités certaines fois, avec une tendance même vers la violence. Oui, malheureusement, et ceci est lié à beaucoup de facteurs qui existent à l'université, mais qui existent également hors l'université. Quand je dis qui existe à l'université, c'est que nous sommes une université en construction, nous mettons pierre sur pierre, et j'imagine que comme intellectuels, nous sommes toujours peut-être beaucoup plus pressés que les autres, dans la mesure où nous raisonnons, nous voyons ce qu'il faut faire, et souvent nous avons bien sûr l'impatience de faire plus et de faire mieux. Et souvent, pour beaucoup d'entre nous, le verbe doit se faire chair de manière très rapide. Et bon, ceci des fois nous perd. Mais également, il y a des facteurs externes qui ne sont pas liés directement à l'université. Et je crois qu'il y a... La politique, par exemple. Il y a la politique, il y a la manière de l'université est traitée. Mais maintenant, en 2016, cela va au-delà même de l'université, dans la mesure où la jeunesse de ce pays semble être laissée à elle-même. C'est-à-dire un jeune qui rentre à l'université, qui étudie dans des conditions extrêmement difficiles et qui sort de l'université avec presque aucun réceptacle mis en place par la société pour l'accueillir. Ouais. Et là, je veux dire... Même pas un stage. Justement. Or, nous sommes un pays en crise. Dans les offres d'emploi, généralement, on mis 2 ans d'expérience, 2 ans 3 ans d'expérience, 4 ans, 5 ans d'expérience et même 10 ans d'expérience pour certains postes. Exactement. Donc, dans cette perspective, l'étudiant qui n'a même pas eu droit à un stage ne peut pas se prévaloir de cette expérience. Et là, je crois que je vais profiter de ton micro pour vraiment lancer un appel à la société. Et quand je parle de la société, je parle de l'État, je parle du secteur privé, je parle de tous les secteurs sociaux, pour que nous nous rendions compte que nous ne offrons à notre jeunesse aucune fenêtre d'opportunité. Ce qui fait que, comme nation, et ça va au-delà de l'université, comme nation, notre avenir est hypothéqué. On doit comprendre le fait que
on a par exemple des étudiants qui terminent une faculté, par exemple ils terminent l'INAGE, comme ils vont rien entre-temps, ils vont s'inscrire à la faculté de droit. À la faculté de droit, après ils vont à l'école normale, c'est parce que justement la société n'est pas prête pour les accueillir. Ouais. Or, si la société n'assure pas son avenir, demain, qui sont ceux qui vont nous soigner, qui sont ceux qui vont construire nos maisons, qui sont ceux qui vont s'occuper de nos terres. Le problème, par exemple, le café qui s'en va, qui va régénérer nos caféiers, qui va s'assurer de la relève dans cette société. Et on doit comprendre que nous sommes un pays pauvre. Nous n'avons pas le droit de gaspiller nos ressources. À quoi sert-il d'avoir formé des jeunes, d'avoir dépensé pour et de ne pas les accueillir alors qu'ils ont des capacités réelles pour résoudre, pour aider, pour s'intégrer de la division nationale du travail, mais également pour aider à résoudre des problèmes extrêmement concrets. Donc, je pense qu'il est urgent que la société se penche sur cet aspect pour que l'université, non seulement puisse résoudre sa crise à elle, mais pour que l'université puisse contribuer de manière valable au développement du pays et également à résoudre cette crise que nous connaissons dans le pays, cette crise extrêmement grave et qui, dont les manifestations commencent à partir de 1986 parce qu'effectivement nous avons 30 ans de crise et c'est peut-être ce qui nous permet de faire le pont entre cette introduction à l'émission et le livre que je vais présenter aujourd'hui. Justement. Voilà, et Haïti, la nation écartelée et entre plan américain et projet national réédité et qui sera disponible à Livre en Folie, mais il n'y aura pas que ce livre à être disponible à Livre en Folie. Il n'y aura pas que ce livre parce que j'ai une liste d'ouvrages que durant les dernières années j'ai pu produire. Il y a d'abord des ouvrages sur l'économie, par exemple Vie chère et politique économique en Haïti. Il y a ensuite néolibéralisme, crise économique et alternative de développement. Dans l'économie encore, j'aurai politique économique en Haïti, rétrospective et perspective. Et puis, il y a le livre sur le salaire minimum et sous-traitance en Haïti. Question qui fait débat actuellement. Qui fait débat et qui justement reprend les débats qui ont eu lieu en 2009 autour de la question des 200 gourdes et qui reprend maintenant l'actualité. Alors, j'ai également des ouvrages sur l'université. Et le premier ouvrage sur l'université s'appelle justement Université lutte démocratique en Haïti, qui est paru pour la première fois en 2003 et qui a fait, j'arrive à regard sur la recherche, et cet ouvrage, je veux quand même attirer l'attention là-dessus, parce que cet ouvrage a fait l'objet d'une deuxième édition, revue corrigée augmentée en 2009, et je retrouve en relisant cet ouvrage beaucoup d'éléments d'actualité, beaucoup d'éléments de cette crise qui affecte actuellement l'Université d'État d'Haïti. On parlerait même de permanence, de régularité. On retrouve par exemple une crise à la veille d'élections. On retrouve presque les mêmes revendications, la réforme de l'université et la loi organique. Et dans cette crise de 2002, il y avait même eu, comme c'est le cas aujourd'hui, quelqu'un à qui on avait refusé le droit d'être candidat. Alors, et
Et puis cet ouvrage reprend également non seulement les péripéties de 2002, lorsque le gouvernement avait mis sur pied une commission, un conseil exécutif avec M. Tardieu à la tête, mais également il y a eu les événements de 2003, les événements de 2004 et des événements de 2008 et de 2009. Toujours sous l'université, je présenterai regard sur la recherche universitaire en Haïti. C'est un livre qui est paru en 2011 et dans lequel il y a non seulement une vision de ce que peut être la recherche en Haïti, et il y a également une vision globale de l'université. Il y a également des éléments de réalisation que nous avions pu faire en tant que vice-recteur à la recherche. Sur encore l'université, je présenterai également à Livre en Folie Brasser l'idée sous réforme dans l'Université d'État d'Haïti. C'est un livre en créole qui est paru en 2014. J'aurai également Débat sur la réforme de l'Université d'État d'Haïti, un livre encore la traduction française. Et justement, en réalité, je suis bien content que tu le dises parce que ça me permet de préciser que ce livre n'est pas seulement la traduction française de Brasser l'idée, parce que entre-temps, il y a eu d'autres faits, d'autres phénomènes que ce livre reprend, et encore que même les éléments qui étaient inscrits dans Brasser l'idée ont pu faire l'objet de précision, de clarification et d'actualisation. Alors, compte tenu de la crise que nous vivons, ce livre est vraiment très d'actualité. Alors, il y a des ouvrages également sur l'organisation de l'État, sur la décentralisation, sur la Constitution. Notamment, je peux citer Décentralisation et collectivité territoriale. C'est un livre qui est sorti en 2004, mais qui garde son actualité compte tenu du peu de progrès réalisés dans le domaine de la décentralisation de ce modèle prévu par la Constitution de 1987 et dont la non-réalisation, la non-mise en œuvre fait que nous avons un État bancal, un État qui n'est pas encore complété et qui est pour moi la raison de beaucoup de nos crises, parce qu'il y a tout un ensemble d'organes prévus par la Constitution qui ne sont pas encore mis en place, notamment les assemblées municipales, les assemblées départementales, le conseil départemental, le conseil interdépartemental. Non seulement ces institutions, ces organes ne sont pas encore mis en place, mais également leur présence conditionne la présence d'autres organes, notamment le Conseil électoral permanent, notamment la commission de conciliation. Donc, le Conseil constitutionnel aussi, je crois. Alors, le Conseil constitutionnel est venu avec la Constitution amendée en 2011 ou en 2012, mais c'est vrai aussi que cette Constitution amendée, en réalité, on se pose souvent la question sur quelle Constitution nous sommes actuellement, dans la mesure où il est clair que l'amendement constitutionnel était tronqué, était vicié à la base et n'est pas accepté par toute la population, tandis que la Constitution de 87 a fait l'objet d'une élaboration très participative et d'un vote, d'un référendum où il y a une large participation et cette Constitution a été votée à plus de 99% par la population. Dans le domaine également de l'organisation de l'État, il y a justement l'ouvrage qui s'appelle « Et si la Constitution de 1987 était porteuse de refondation ?»
dans cet ouvrage, nous nous défendons la thèse que, puisque après le tremblement de terre, il était question de refonder l'État, de refonder la nation, pas seulement de reconstruire le pays, alors nous avions dit que la Constitution de 1987 devrait être la référence pour cette refondation, parce que dans cette Constitution, il y a des orientations dans le domaine économique, dans le domaine politique, dans le domaine culturel, dans le domaine social, et il y a des orientations très claires qui permettraient de prendre un autre cap, de prendre un autre chemin, et que si nous appliquions cette Constitution, ne serait-ce qu'à plus de 50%, nous serions déjà très loin, parce que actuellement la Constitution est appliquée à moins de 10%, et les domaines dans lesquels on s'en tient, c'est surtout le domaine de la politique, même pas tous des aspects politiques, parce que il y a toute l'organisation de l'État dont je parlais tout à l'heure qui n'est pas encore mise en œuvre. Alors, d'autres ouvrages encore, il y a l'ouvrage « Ce pays qui s'ignore », un pays qui pas connaît Valet-Tête-Li, et qui est une espèce d'appel à un sursaut national pour dire que nous avons un pays que nous ne connaissons pas suffisamment, que nous ne valorisons pas suffisamment, dans lequel il y a des richesses de toutes sortes que nous n'utilisons pas, ou même quand nous les utilisons, nous ne les systématisons pas. Et là, j'aime prendre l'exemple de nos ressources culturelles, de notre médecine traditionnelle et de nos savoirs locaux en général. Et puis, il y a est-ce que j'ai raté et d'autres. Bon, il y a également des ouvrages collectifs dont je ne suis pas l'auteur principal. Pas le principal, etc. Yeah. Donc voilà les différents ouvrages que je présenterai. Mais l'ouvrage qui sera en vente signature, c'est justement Haïti, la nation écartelée, entre plan américain et projet national. Et je veux dire que cette deuxième édition a bénéficié d'une préface, que nous a fait gentiment, à la deuxième édition, une préface à la deuxième édition, qui a été réalisée par le professeur Jean-Alix René de l'Université d'État d'Haïti. Et puis il y a une postface qui est écrite en créole par Pierre-Michel Chéry, qui est écrivain et qui est membre de l'Académie du créole haïtien. Donc pour mieux mettre en contexte, mettre en perspective cette deuxième édition de Haïti, la nation écartelée, parue 10 ans après la première édition. Si j'ai bien compris, en vous écoutant lire tous les titres des ouvrages qui seront disponibles à Livre Folie cette année, dans votre corpus, dans votre œuvre de manière générale, on retrouve d'une part l'économiste que vous êtes, qui analyse la situation économique, la cherté de la vie, etc. Et également l'universitaire, notamment l'universitaire militant que vous êtes, en analysant la situation de l'université, mais également le citoyen qui revient sur un certain nombre de thématiques importantes comme la Constitution, la décentralisation, etc. Tout à fait. Et le citoyen, il est présent et dans tout ce que j'écris, parce que l'écriture pour moi est comme une thérapie. C'est peut-être mon meilleur loisir. Bon, les gens souriraient peut-être en m'écoutant le dire. Et c'est vrai que quand j'écris, je suis toujours mu par une pulsion. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui me gêne, il y a quelque chose que je veux dire, que je veux expliquer. Donc, ma meilleure réaction, c'est d'écrire. Et je peux prendre l'exemple même de cet ouvrage Haïti, la nation écartelée. La première édition est parue
en 2006. Et en 2006, c'était 20 ans après le 7 février 2006, 7 février 1986. C'est-à-dire, on se rappelle ce moment glorieux, ce moment d'enthousiasme de notre histoire, la chute du régime des Duvalier, qui est tombé. Bon, c'est vrai qu'il y avait eu des manifestations, mais après 30 ans de dictature, on ne savait pas, on ne pensait pas qu'on avait cette force, cette capacité de faire tomber ce régime qui paraissait tellement fort. Et dans cette période, nous nous sentions légers, nous nous sentions capables de déplacer des montagnes, nous avions commencé à parler, la parole se libérait, on disait par exemple Babouquette l'a tombé, et à ce moment le pays s'était mis en 4, en 10, en 1000 pour penser son avenir. On avait l'impression que... Je rappelle des chansons, 7 février, Haïti libéré, Haïti libéré, voilà, révolution de 1986. Donc, il y avait cet enthousiasme, il y avait cette réflexion profonde, et puis il y avait beaucoup de couches qui faisaient irruption dans la vie politique. Les femmes, les paysans, la province, tout le monde, c'est comme si ce pays était brusquement pourvu de ressources supplémentaires, sans compter la diaspora. Et tout le monde disait qu'il fallait un autre pays, qu'il fallait un autre État. Et le leitmotiv à l'époque, c'était changer l'État. Et on a pu réaliser des colloques, des conférences, des manifestations. Et on a pu, justement, dans le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, réveiller tout le monde et sortir avec des éléments de ce que j'appelle aujourd'hui le projet national, et qui contient ce que l'on devrait faire, la route qu'on devrait prendre pour faire renaître ce pays, et dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la culture, dans le domaine social, dans le domaine politique, nous disions, voilà le pays que nous voulons. Et puis je me rappelle à l'époque qu'il y avait toutes ces manifestations contre ce qu'on appelait le plan américain. Alors, en 2006, je me suis réveillé avec un pays dont les indicateurs économiques, sociaux étaient au rouge, avec un pays sous tutelle étrangère, avec la MINUSTAH, et avec justement cette MINUSTAH qui est constituée essentiellement de pays que nous avions aidés à se libérer. Donc, je me suis réveillé pour me demander qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Comment se fait-il que non seulement nous n'avons pas pu progresser comme nous promettions de le faire, mais également nous avions perdu en ce moment ce qui nous restait, je ne sais pas, de fierté, de dignité. C'est-à-dire, pour moi, il était impensable que ce pays pouvait accepter 2 interventions étrangères en moins de 10 ans. Je parle de 94, je parle de 2006, bon, un peu plus de 12 ans, etc. Donc, je me suis posé la question, qu'est-ce qui s'est passé à ce pays? Qu'est-ce qui est arrivé? Et c'est vrai que il y a eu également des éléments d'explication. Il y a des gens qui disent, que nous n'avons pas de chance. Nous sommes, conduits à une fatalité que nous ne pouvons pas inverser. Il y a même des étrangers qui ont inventé une théorie de chromosomes, c'est-à-dire, je me rappelle, un haut officiel du département d'État, probablement qui s'appelle M. Gelbart, qui, dans la période du coup d'État,
avait fait une déclaration selon laquelle l'haïtien aurait un chromosome en moins. Un chromosome en moins, c'est un chromosome en plus. Un chromosome en moins, c'est le chromosome de l'entente, le chromosome chromosome de l'union. Et un chromosome en plus, le chromosome de la mésentente. Et souvent, on vous dit, mettez 2 Haïtiens ensemble, ils forment 3 partis politiques. Et puis, il y en a qui disent que, est-ce que c'est pas parce que nous avons une indépendance trop tôt? Donc, il y a beaucoup de théories qui s'échafaudent. Et moi, ceci a suscité chez moi une réflexion. Pourquoi 1986 ne nous a pas vus libérés comme nous le voulions? Pourquoi ce projet national que nous avons pu mettre en œuvre et qui a même été consacré par la Constitution de 1987, comment se fait-il que ce projet ait été délaissé au profit d'un autre qui a moins de légitimité, qui a moins de légalité et qui, sur le plan technique, est des fois peu faisable et d'autres fois, et est toujours peu désirable, peu souhaitable. D'accord. Les auditeurs et auditrices de l'émission Cercle du Livre comprendront qu'on n'a pas pris de pause vu que le débat est très intéressant. Et donc, on aimerait observer une petite pause, vraiment une toute petite pause afin d'essouffler un peu et puis on revient tout de suite à... Bonjour mesdames, messieurs, je rappelle que vous êtes branchés l'émission Cercle du Livre sur la radio Vision 2000 99.3. Vous écoutez à l'instant le professeur Fritz Deshommes, professeur et recteur fraîchement élu à la tête de l'université, qui nous parle justement de la réédition de son livre intitulé Haïti, la nation écartelée entre plan américain et projet national. Professeur Fritz Deshommes, en quoi consiste finalement ce plan américain? Alors, le plan américain, laisse-moi préciser que il n'y a pas un document qui s'appelle plan américain. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que le gouvernement américain a mis un texte, un projet qui s'appelle « Voici le plan américain pour Haïti ». Alors, d'où vient ce concept? Il y a eu déjà en 1982, après, disons, le document de Santa Fe, très connu historiquement, un texte fondateur de Ernst Verdieu,
ancien religieux, qui s'appelle justement le plan américain pour Haïti. Mais nous, en Haïti, on n'en avait pas. On ne l'avait pas connu vraiment parce que Bernice Verdieu vivait à l'étranger, on était à l'époque sous la dictature, on n'avait pas beaucoup de relations, la parole ne circulait pas. Maintenant, après 86, il y a eu une conférence de Michel Soukar dans le cadre du colloque Les paysans de la nation haïtienne. Et c'est l'une des premières fois, bon, on en parlait un petit peu avant, il est vrai, mais Michel Soukar nous a entretenu lors de ce colloque du plan américain pour Haïti et plus précisément de plan américain pour l'agriculture haïtienne, parce qu'on était dans une conférence concernant les paysans, etc. Okay. Alors, et selon, disons, la définition que nous en donne Michel, il ne s'agit pas seulement des États-Unis, il s'agit, on peut parler de la vision des bailleurs de fonds concernant Haïti. La vision concernant l'État, concernant le secteur de production à privilégier, la vision concernant le cadre macroéconomique idéal et la vision concernant la modernisation de la nation haïtienne. Alors, il serait peut-être bon pour mieux comprendre le plan américain, de le mettre en face justement de ce que j'appelle le projet national. Par exemple, si nous prenons le premier aspect, l'État, et si nous comparons ce que dit le plan américain par rapport au projet national, par exemple, le projet national, et là dans la Constitution, on lit que, et ça dès le préambule de la Constitution, qu'il nous faut un État fort, un État stable, un État capable de protéger les valeurs, les traditions, l'indépendance, la souveraineté nationale. C'est ce que dit la Constitution, dont je pense que elle est la consécration de ce projet national. Alors que le plan américain parle de l'État minimal. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est le néolibéralisme en vogue, c'est le consensus de Washington, selon lequel l'État n'a pas beaucoup de... Exactement. L'État n'a pas grand-chose à faire. Moins il y a d'État, mieux ça vaut. D'ailleurs, l'État a ses fonctions régaliennes. Exactement. Et d'ailleurs, il y a une déclaration de Ronald Reagan qui nous dit que nous n'avons pas de problème avec l'État. L'État, c'est le problème. Et bien entendu, dans ce plan américain, la question de souveraineté nationale n'est pas très garantie, c'est même pas une notion que l'on valorise. D'ailleurs, la réalité est que non seulement on fait peu de cas de notre dépendance alimentaire, dépendance économique, dépendance financière, mais également la présence de la MINUSTAH, la présence de troupes étrangères, nous permet de voir quelle est l'idée que se font nos bailleurs de fonds de notre souveraineté. Alors, dans le plan, pour continuer avec la comparaison entre les deux, dans le plan national, l'État peut être, et même doit être dans certains cas, propriétaire d'entreprises stratégiques. Oui. Par contre, dans le temps, il y avait les magasins de l'État. Il y avait les magasins de l'État, il y avait le ciment d'Haïti, il y avait, disons, la minoterie, il y avait la téléco, etc. Par contre, dans le plan américain, le maître mot, c'est la privatisation des entreprises publiques. Oui. L'État n'a pas à avoir d'entreprises à gérer. Bon, bien entendu, on a vu quitte à faire valoir que la gestion de l'État, qui n'est pas faux entre-temps, mais était une gestion catastrophique. Ce n'est pas aussi vrai. On se souvient très bien de ce que c'était la téléco, de ce que c'était ces institutions qui étaient très mal gérées par l'État. Oui, mais tu vois, si on a provoqué la mauvaise gestion si je prends la téléco, au moment de la privatisation de la téléco,
la Téléco était encore une entreprise excédentaire. Et la Téléco est un excellent exemple qui montre combien cette notion de privatisation est une notion beaucoup plus idéologique qu'une notion liée à la question de la gestion. La Téléco n'a jamais été déficitaire. Et je me rappelle dans les années 95-96, la Téléco avait dégagé un profit assez substantiel. Et les dirigeants de la Téléco voulaient investir dans l'infrastructure, voulaient augmenter la capacité de la Téléco, aller vers la téléphonie rurale, et renforcer les lignes, améliorer la qualité des services offerts, etc. À l'époque, le gouverneur de la banque, qui était également le président du conseil d'administration, c'est quelqu'un de très connu, il s'appelait Leslie Delato. Et Leslie Delato disait aux dirigeants de la Téléco, le gouvernement à ses orientations, mais si vous avez de l'argent, achetez des voitures pour vos employés. Mais n'investissez pas. C'est une manière justement de brader l'entreprise. Et on peut dire, bon, enfin, je ne reste pas dans les détails puisqu'il faut qu'on avance, mais le cas de la Téléco était justement un cas où l'entreprise n'avait aucun problème, bon, je ne dirais pas aucun problème de gestion, mais ça n'est pas d'une entreprise excédentaire. C'est une entreprise qui techniquement marchait très bien, qui à un certain moment était au niveau de la Caraïbe un fleuron, et disons, cette idéologie de la privatisation, ce néolibéralisme qui brise tout sur son passage, ce néolibéralisme a pu convaincre qu'il fallait privatiser, qu'il fallait vendre. Alors, il y a tellement d'exemples qui viennent de tête, mais je préfère avancer. Dans le plan national, par exemple, dans le projet national, on accepte la liberté économique. Mais la liberté économique de ce projet national est conditionnée à l'intérêt social. Oui. On accepte la croissance économique comme objectif, mais cette croissance économique doit aller vers le développement. Cette croissance économique doit s'accompagner de la diminution des inégalités sociales. La redistribution. Cette croissance économique doit tenir compte de l'environnement. Alors que dans le plan américain, vous avez une liberté économique débridée. La croissance économique, on la souhaite bien sûr, mais cette croissance économique se fait de manière libre. Pas question de penser à à l'environnement, aux inégalités sociales. Et puis, il faut laisser guider, selon le plan américain, par la main invisible. Oui, la loi du marché. Exactement. Maintenant, toujours concernant les relations, enfin, la vision entre les deux projets, par exemple, sur la question de monopole, la Constitution vous dit que seul l'État peut avoir des monopoles et il faut que ces monopoles soient dans le sens de l'intérêt de la collectivité. Alors, selon la Constitution, l'État peut avoir des monopoles, les collectivités peuvent avoir des monopoles, mais ces monopoles doivent être mis en place au service de la collectivité. Alors, par contre, dans le plan américain, on admet que le secteur privé peut avoir des monopoles et on a des cas, notamment quand vous prenez une entreprise, alors je ne vais pas faire de réclame pour des entreprises, mais vous retrouvez dans le secteur privé des entreprises monopolistes qui ont la capacité de fixer leur prix, d'établir elle-même la loi du marché. Exactement. Donc, voici la différence entre les deux sur le plan de la vision de l'État. Maintenant, les deux projets... Quand on a dit en créole, il semblait que le projet national l'abandonne
Voilà. Alors, deuxième point qu'on peut aborder pour faire la différence entre les deux, c'est la question du secteur de production privilégié. Le projet national met l'accent sur la production nationale, orientée vers la satisfaction des besoins vitaux de la population, prioritairement. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas exporter, ça ne veut pas dire qu'on va produire autre chose, mais la première fonction de l'économie, la première fonction de la production, c'est l'autosuffisance alimentaire, en matière de produits de première nécessité. C'est ça, c'est-à-dire, voilà. Maintenant, pour le plat américain, il faut produire pour l'exportation. C'est la première chose qu'il faut faire dès qu'il faut... Déjà, c'est compliqué, vu la division internationale de la production qui nous réduit à un simple rôle de consommateur. Et en plus, il est question de marché qu'on ne pénètre pas facilement. Tu vois. Et c'est pourquoi j'ai développé quelque part la thèse que souvent le projet national, le plan américain n'est pas factible. Et je l'ai montré, par exemple, dans une étude que j'ai faite sur la stratégie néolibérale pour l'agriculture haïtienne. Justement parce que le marché n'est pas un marché aussi maîtrisé qu'il pourrait être si c'était un marché interne. Maintenant, le secteur de production privilégié par le projet national. C'est ça le problème. Oui, malheureusement. Bon, en gros, je veux dire que au niveau du projet national, il y a le secteur privilégié, c'est l'agriculture, c'est les biens et services en faveur des consommateurs, c'est l'industrie de substitution aux importations, c'est la solidarité entre les composantes du corps national, c'est le capital national, et dans ce projet national, il y a la réforme agraire et il y a la protection de la petite propriété familiale. Par contre, dans le projet américain, le plan américain, vous avez la sous-traitance, vous avez l'agriculture d'exportation, vous avez l'industrie d'exportation à base de matières premières étrangères, le capital étranger est privilégié, et puis on voudrait du remembrement au profit des grandes exploitations. Je n'aurai pas le temps d'avancer sur eux, notamment le cadre macroéconomique, mais nous savons que, nous pouvons dire très globalement, que dans le plan américain, la libéralisation tous azimuts, la libéralisation commerciale, la libéralisation financière. Oui, mais et si vous permettez rapidement, et même si on est à la fin, professeur Fritz Desormes, ce projet américain n'est pas un projet comme quoi typiquement américain, c'est un projet qui retrouve aussi des alliés nationaux. Ah mais bien sûr, c'est-à-dire, comme l'a dit le président de l'association des producteurs des paysans du Nord-Est, et si on n'a pas bail, dehors pas qu'après. Oui. C'est-à-dire, oui, non, il y a, ce plan américain a des intellectuels, notamment Leslie de la Tour, des grands... Son appareil idéologique. Et puis il y a des acteurs, qui sont le plus souvent des membres de l'oligarchie économique traditionnelle. Non, il y a certainement des acteurs internes qui poussent à ce plan américain. Et c'est ce consortium interne, ce consortium est composé d'abord d'acteurs internes liés à l'international, et c'est ce qui fait que, malgré la légalité du projet national, malgré sa légitimité, parce que ça a été élaboré dans la participation la plus totale, malgré aussi que c'est le projet qui est techniquement le plus valable en termes d'objectifs de croissance partagée, en termes de capacité de générer de l'emploi, en termes de diminution de la dépendance, en termes de diminution de l'exode rural, malgré que ce projet est qualitativement supérieur et légalement
disons, consacré, c'est le plan américain qui a été appliqué de 90 jusqu'à nos jours, parce que justement, il y a ce rapport de force dont tu parles, c'est-à-dire il y a le fait que ce consortium qui promeut le plan américain a des arguments autres que des arguments démocratiques, notamment des arguments, une puissance financière, une puissance économique, une puissance militaire des fois, de puissance politique, qui fait que le rapport de force a été en faveur de ce plan américain. C'est ce qui expliquerait, professeur Fritz Deshommes, notre situation actuelle. Oui, ce plan américain qui arrive à prendre, qui arrive à se faire mal, qui atterrit très mal, ou qui n'atterrit pas vraiment, ou ce plan américain qui est un peu, comme on dit, croqué à la gorge du pays. Qui nous croque à la gorge et qui, maintenant, on en parle plus. C'est-à-dire, pour nous, maintenant, en 2016, c'est comme presque normal. C'est comme, il devient presque normal que nos élections soient financées par l'étranger, que notre alimentation soit assurée par des importations. Et quelles importations? Que notre budget qui est un acte de souveraineté et qui est l'espace où se définissent les grandes orientations du pays, que notre budget soit financé à plus de 50% par l'étranger. Donc, il y a des choses que nous acceptons de manière tellement normale. Bon, il y a aussi le fait que même nos élections, je ne sais pas, nous savons comment se passent nos élections. Donc, c'est ce plan américain, cette vision des bailleurs de fonds, nous est resté à la gorge, et c'est l'une des raisons pour lesquelles cet ouvrage a été réédité, et nous sommes maintenant en 2016, ça nous fait 30 ans après le 7 février 1986. Merci professeur Fritz Deshommes. Un dernier mot, un appel rapidement parce qu'on est tout à la fin de l'émission. Oui, mon dernier mot, c'est justement de voir est-ce que nous, comme peuple, nous, comme pays, nous pouvons nous rappeler qui nous sommes, nous rappeler que nous avons un projet national, que nous avons une constitution qui l'a consacrée et que tout ce que nous devons faire comme palabre, parce qu'on a parlé récemment de nécessité des États généraux de la nation, que ce projet national puisse être sur la table des discussions et des négociations. Merci beaucoup, professeur Fritz Deshommes. Le temps était court. On a quand même fait pas mal de discussions en rapport avec ce livre. Haïti, la nation écartelée. Et à présent, nous mettons fin à cette énième édition de Cercle du Livre. Nous rappelons que cette émission est patronnée par la Maison Henri Deschamps. La Maison Henri Deschamps, une institution au service de la qualité de l'éducation en Haïti. C'était pour vous présenter Samy Janvier. À la réalisation, Wilman Berzens, le professeur et recteur de l'université Fritz Deshommes était notre invité. Au revoir, à dimanche prochain. Chaque jour, un livre s'ouvre pour nous révéler l'histoire et la culture d'un peuple, les faits marquants des civilisations. Suivez Cercle du Livre, un cercle d'hommes et de femmes qui pensent, mais aussi qui questionnent et analysent les écrits d'ici et du monde, patrimoine impérissable et qui traverse les temps. Politique, sociologie, philosophie, culture, sciences, éducation et spiritualité. À Cercle du Livre, tous les dimanches à 10h du matin, reprise à 8h du soir, un livre s'ouvre.